D'abord, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes inscrits très nombreux. Il faut dire que nous sommes en pleine actualité. Alors, actualité française et actualité du Comité 21. Vous me permettrez juste de rappeler notre actualité Comité 21. Nous avons l'année dernière déroulé tout un programme autour du rôle des parties prenantes dans la RSE. Et là, aujourd'hui, pour toute l'année, nous avons donc annoncé notre programme dans un webinaire en janvier. Et nous avons l'intention, enfin, nous travaillons déjà d'ailleurs sur le thème des nouveaux modèles économiques, enfin, qui correspondent d'ailleurs à chacun de nos collèges. Évidemment, le nouveau modèle des entreprises est forcément induit par un encadrement juridique et il se trouve que cet encadrement juridique est européen. Et nous avons donc décidé de faire une sorte de panorama, en l'occurrence, de tous ces textes qui se préparent maintenant depuis 2 ans et qui tombe, si j'ose dire, dans la présidence française, ce qui est pour notre pays, et c'est l'actualité donc du pays, à la fois une grosse responsabilité, un honneur, et puis surtout la nécessité de mobiliser une volonté politique très forte pour les faire aboutir, car ce sont, ça nous en sommes nous au Comité 21 persuadés, des clés pour faire avancer ces fameux nouveaux modèles. Comme parfois les directives un peu s'entrecroisent, nous avons souhaité faire un point en début de la présidence française sur les 3 principales directives qui concernent la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités, non 4, pardon, qui vont nous parler, en l'occurrence, de ces textes. Et je vais d'ailleurs leur donner la parole très vite, mais d'abord, laissez-moi les remercier. Pascal Durand, qui est eurodéputé, qui est rapporteur au Parlement européen du rapport sur la gouvernance durable des entreprises, où il a beaucoup insisté sur les parties prenantes d'ailleurs, et qui est rapporteur de la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, dont le nom maintenant est figé dans les initiales, c'est-à-dire CSRD. Nous avons avec nous Frédéric Lelouch, qui est responsable de la RSE à la CFDT et qui est présidente de la plateforme RSE, ma présidente, puisque j'en ai été vice-présidente et que je suis toujours au bureau. Lorraine Cheneva, qui est responsable plaidoyer de Mirova, et Nicolas Loos, qui est responsable des relations au monde économique de WWF. Donc, vous voyez l'esprit de cette rencontre. Un politique et surtout un responsable au niveau européen pendant la présidence française de l'adoption des textes, la présidente de la plateforme RSE, c'est-à-dire l'organisme collégial qui réfléchit et qui propose des pistes au gouvernement, une entreprise et une association, c'est-à-dire en fait un reflet de nos acteurs. Alors, nous allons commencer tout de suite. Nous avons 1 heure et demie devant nous. Je vais peut-être demander à Sarah Dayan, que je remercie d'ailleurs, avec Tonia et Clara en l'occurrence, et puis toute l'équipe du Comité 21 qui ont beaucoup participé à l'organisation de ce séminaire, de nous dresser un peu le tableau de ces directives pour bien nous remettre les idées en tête. Et puis ensuite, on demandera peut-être successivement à Frédéric Lelouch et à Pascal Durand de nous donner un premier aperçu, en l'occurrence côté présidence française, famille d'acteurs, etc. Et en l'occurrence, nous prendrons de manière, je dirais, systématique chaque texte pour essayer de vous en donner le meilleur éclairage. C'est à toi, Sarah. Merci Bettina pour cette introduction. Bonjour à tous.
Donc, je vais en effet tenter de vous dresser un panorama des textes dont Bettina a parlé. Il va se passer beaucoup de choses en 2022, y compris même au niveau national en termes de RSE. Mais donc aujourd'hui, on a choisi de se focaliser sur l'actualité européenne et de vous dresser ce panorama pour que vous puissiez savoir à l'issue de cette réunion quelles sont les principales échéances, un peu quel est le calendrier des mois à venir et puis quels sont les enjeux à suivre particulièrement sur chacun de ces textes-là. Je ne vais pas aller volontairement dans le détail de présentation de ces textes puisque nous avons 1 heure et demie ensemble et l'idée est plutôt d'échanger avec nos intervenants sur les enjeux qui gravitent encore autour de ces textes. On va proposer aux membres du comité 21 dans des cadres voilà, beaucoup plus restreints et propices un peu plus aux échanges et aux témoignages de creuser ensuite voilà, de manière plus approfondie ces textes-là. Je vous en dirai un mot à la fin s'il nous reste un petit peu de temps. Donc, je redis pour ceux qui arrivent en cours de route, n'hésitez pas à poser vos questions via la fonctionnalité questions-réponses et on essaiera de prendre quelques questions en cours de route et sinon, on a un temps prévu à la fin de questions-réponses. Et on me demande déjà si vous aurez la présentation et la réponse est oui, on vous l'enverra à l'issue de ce webinaire. Donc, pour démarrer, je vous propose d'emblée de parler donc, de la gouvernance d'entreprise durable et du devoir de vigilance. Ce sont 2 thématiques qui ont fait l'objet de 2 rapports, donc l'un porté par l'eurodéputé Pascal Durand, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, sur la gouvernance d'entreprise durable, et le second par Lara Wolters sur le devoir de diligence ou devoir de vigilance en français. Et donc, ces 2 rapports ont lancé, vous le savez certainement, une dynamique. Ces initiatives ont abouti à des résolutions donc, du Parlement qui devraient donner lieu donc, à une proposition de directive de la Commission. Vous le voyez donc, sur la frise que cela n'a pas abouti pour le moment. On aura l'occasion d'y revenir à travers les échanges. En tout cas, la dernière, disons, date connue par rapport à cette échéance-là est celle du mois de mars 2022. Donc, une échéance qui a été repoussée à plusieurs reprises et on aura l'occasion d'échanger sur les différentes causes. Par rapport au contenu, donc je voudrais rapidement revenir dessus. Donc, l'objectif de cette initiative sur la gouvernance d'entreprise durable, c'est de transformer la responsabilité et l'intégration par les dirigeants de perspectives de long terme par rapport à des perspectives des bénéfices de plus court terme. Donc, l'idée, c'est de pousser les dirigeants donc, à prendre en compte ces enjeux de durabilité dans les stratégies des entreprises, dans les décisions d'investissement, dans les décisions plus opérationnelles. Et donc, on a parlé des parties prenantes en introduction, de travailler plus et mieux donc, avec les parties prenantes. Donc, vous voyez à l'écran un certain nombre de mesures qui sont suggérées dans ce rapport. Donc, cela va de favoriser la diversité au sein des conseils des sociétés, notamment avec plus de femmes, par exemple, de lier la rémunération des dirigeants, des administrateurs à des objectifs de long terme, de tenir mieux informés les parties prenantes et de les consulter, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément une obligation sur tout un tas de processus de l'entreprise. Donc voilà on va dire une photo un petit peu globale donc des mesures dont on parle dans le cadre de ces discussions autour de la gouvernance d'entreprise durable. Et donc on vous a indiqué à chaque fois quelles sont les entreprises qui sont concernées parce qu'on sait que c'est voilà une question qui est très importante aujourd'hui pour les entreprises, notamment pour les PME. La logique, ça va être la même, hein, je vais le répéter pour les différents textes, et d'élargir la contrainte auprès des entreprises, d'élargir le périmètre des entreprises concernées par ces différentes obligations. Et donc, il y aura effectivement donc, les grandes entreprises. Alors, la question se pose sur celles qui opèrent au sein de l'Union européenne et celles enfin, des entreprises qui sont étrangères mais qui opèrent au sein de l'Union européenne aussi, de les contraindre
aux mêmes réglementations que nos entreprises européennes, et aussi d'inclure les PME avec une sélection de secteurs d'activité considérés comme étant à haut risque. Et je reviens justement sur la taille des grandes entreprises. Donc, il s'agit aussi d'abaisser le seuil du nombre de salariés. Donc, ça, c'est aussi un peu un des symboles importants par rapport à l'évolution de ces réglementations dans les prochains mois. Et donc voilà, donc, qui vont concerner de plus en plus d'entreprises. Sur la partie donc devoir de vigilance, qui est donc le deuxième volet de cette directive. Donc, je vais passer assez rapidement sur ce point-là parce que donc, en France, nous avons déjà, vous le savez, un devoir de vigilance. On va essayer lors des échanges par la suite de comprendre qu'est-ce qui va du coup se rajouter, qu'est-ce qui va changer pour les entreprises françaises qui sont déjà soumises à un devoir de vigilance. Mais donc, s'il faut retenir les trois grands volets de cette thématique, c'est donc bien entendu d'obliger les entreprises à mettre en place des plans de prévention, d'identifier les risques et d'apporter une réponse à chacun de ces risques, mais aussi de permettre aux victimes de pouvoir porter plainte de pouvoir porter plainte, et aussi d'interdire d'importer des produits qui violeraient les droits humains ou les droits liés à l'environnement. Et donc, on est sur le même périmètre d'entreprises concernées. Je passe maintenant donc à la taxonomie européenne. Alors, donc, il y a une question sur les critères pour les PME à haut risque. Donc, pour le moment, sauf erreur, mais peut-être que les intervenants pourront compléter ma réponse, les critères ne sont pas encore établis. Et donc, ça fait justement partie des discussions qui doivent éclaircir ça dans les prochains mois. Donc, concernant la taxonomie européenne, pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce texte, donc l'objectif de la taxonomie, c'est de fournir une liste de critères permettant de qualifier des produits et des services, des activités des entreprises en fonction de leur contribution ou non à la transition écologique. Il y a plusieurs niveaux. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et donc, ces listes de critères s'articulent autour de 6 objectifs que sont l'atténuation, l'adaptation, l'eau, les ressources marines, l'économie circulaire, les déchets et les pollutions. Il y a aussi, c'est important de l'avoir en tête, peut-être que c'est une question, des discussions pour faire des taxonomies aussi sur les autres volets de la RSE, puisque là, on est très axé sur le volet climat-environnement. Donc, en l'occurrence, sur le volet social de la RSE. Et on pourra en parler aussi par la suite. Donc, évidemment, cette taxonomie-là, elle est très liée aux autres évolutions réglementaires en lien avec le reporting, donc la CSRD, et cela aura aussi un impact sur la SFDR, donc, qui est le reporting pour les acteurs financiers. Un petit point par rapport donc, au calendrier. Vous le savez peut-être, donc ce règlement donc de la taxonomie donc, est entré en vigueur au courant de l'année 2020, pardon. Et il est entré, le premier acte est récemment entré en vigueur, donc le 1er janvier de l'année 2022. À noter que dans cet acte délégué, il n'y a pas les thématiques notamment nucléaire et gaz, qui font l'objet aussi de grands débats. On va y revenir au cours de nos échanges. Et donc, par rapport donc, à ce second acte délégué sur le nucléaire et le gaz, il devrait y avoir un texte finalisé d'ici la fin du premier semestre 2022 et pour une application au 1er janvier 2023. Et il y a évidemment, donc, sur les autres objectifs dont j'ai parlé plus tôt, d'autres actes délégués qui devront être détaillés et également publiés. Enfin, je passe donc sur la directive, donc sur les reporting extra-financiers, donc qui s'appellera maintenant donc la CSRD, par rapport donc à sa petite sœur, donc la NFRD. Les principales évolutions, en tout cas, qui sont attendues et qui sont censées corriger des points faibles de la NFRD sont le fait d'apporter beaucoup plus de précision sur la façon de rendre compte, sur la façon de communiquer les données, à travers notamment des standards, des normes qui sont en cours de définition par les FRAG,
Je vais y revenir dans la frise juste après. Bien sûr, il y aura un lien qui est déjà, du coup, depuis le 1er janvier applicable. Hein, c'est l'intégration de la taxonomie dans ce reporting, donc aujourd'hui la NFRD. Donc, c'est-à-dire dire quelle est la part des activités de son entreprise qui correspondent à tel ou tel standard de la taxonomie. Et un autre fait important, c'est l'intégration de la notion de double matérialité, c'est-à-dire le fait à la fois d'expliquer l'impact que l'évolution climatique, par exemple, peut avoir sur l'entreprise, les risques que cela peut porter à l'activité de l'entreprise, mais aussi les risques que l'activité de l'entreprise fait porter à son environnement. Donc, tout ça devra être écrit noir sur blanc dans ce reporting. Et donc, l'objectif aussi est d'étendre beaucoup plus le panel des entreprises concernées par cette réglementation. Donc, il y a eu la proposition de directive en avril 2021. Et donc, elle est actuellement en cours de négociation par le Parlement et le Conseil. Vers l'automne 2022, on devrait avoir la publication des premières normes établies par les FRAG. Et donc, la directive devrait être adoptée d'ici la fin de l'année. Donc, concrètement, ça veut dire pour les entreprises que seront attendus les premiers rapports en 2024 par rapport à l'exercice de 2023. Et il y aura un peu plus de temps accordé aux PME pour qui donc les premières publications devront avoir lieu en 2026. Donc, voilà pour ce premier panorama assez global pour pour vous situer à peu près par rapport à ce qui s'est passé et où est-ce que nous en sommes. Et donc, je vous propose qu'on démarre du coup nos échanges avec les intervenants. Merci Sarah, c'était très clair et nous voilà maintenant dans le bain. Alors, avant de prendre des directives une par une, moi, je voudrais dire deux choses parce que j'ai eu le plaisir et l'honneur, comme on dit, d'être beaucoup à l'origine. Enfin, j'ai participé beaucoup à la loi NRE, etc., que, en fait, c'est un hasard des calendriers européens. La France, qui a été très pionnière avant même le livre vert européen d'il y a 20 ans, sur tous ces sujets, se voit un peu la chef d'orchestre, en l'occurrence, de l'adoption, on l'espère, pendant les 6 mois de sa présidence et les 6 mois de sa coprésidence, en l'occurrence, de tous ces textes. Alors, c'est comme le dit d'ailleurs le rapport de la plateforme RSE, un enjeu européen. Donc, je voudrais, Frédéric, que tu nous dises un petit peu comment tous les acteurs de la plateforme, c'est-à-dire en fait tous les acteurs français qui sont intéressés par la RSE, réagissent à ces textes et puis quelles étaient en clair les grandes recommandations qu'ils ont formulées dans le rapport de la plateforme qui a été publié en octobre dernier. Merci beaucoup Bettina, merci beaucoup pour cette invitation à partager avec vous quelques réflexions et recommandations de la plateforme RSE. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord m'excuser au préalable si jamais il y avait du bruit autour de moi, parce qu'en fait je suis dans mes bureaux à Belleville, c'est le Nouvel An chinois et donc il y a des bruits de tambour, donc vous ne m'en voudrez pas. Peut-être un mot sur la plateforme RSE pour resituer. Donc, c'est l'instance de consultation des acteurs de la RSE qui est placée auprès de France Stratégie et qui rassemble 50 membres représentatifs sur le sujet de la RSE. En 2020, en fait, on a consulté les membres pour connaître un peu leurs priorités. Et il y a un sujet qui a été véritablement plébiscité, c'est le sujet de l'Europe avec les différents textes en préparation et puis avec dans le viseur, évidemment, cette présidence française du Conseil de l'Union. L'idée, en fait, de nos travaux, c'était à la fois de partager des informations autour des textes qui soit se préparaient, soit qui se révisaient, donc dont
Sarah nous a fait le panorama en introduction. L'idée, c'était de mutualiser, de partager les expertises. Il y a beaucoup d'expertises à la plateforme et l'idée, c'était de se nourrir les uns des autres. Donc, déjà, ça, c'était un premier enjeu. Et puis, le deuxième, c'était de faire ressortir, en fait, faire connaître les attentes des différentes parties prenantes en vue de cette présidence française. Ce qui nous est apparu, c'est qu'au-delà des textes qui ont chacun leur spécificité, leur calendrier, leur dynamique et leur acteur propre, on avait besoin d'une cohérence d'ensemble, d'une compréhension commune, parce que c'est parfois des sujets très techniques et on avait besoin de s'approprier et de sortir un peu de la technicité des enjeux. L'idée, c'était à la fois de suivre, de comprendre, mais aussi de pouvoir inspirer des transformations, parce que comme vous l'avez très bien rappelé en introduction, la France a été pionnière en matière de RSE avec la loi NRE, avec le Grenelle de l'environnement, la loi sur le devoir de vigilance en 2017. Et du coup, l'idée, c'était, puisque la France s'apprêtait à présider le Conseil de l'Union, l'idée, c'était que cette présidence française impulse une dynamique ambitieuse en fait en matière de RSE. Et donc on a fait nos recommandations sont nombreuses, on a 11 recommandations mais qui se rassemblent en 3 grandes idées. La première, c'est d'affirmer la souveraineté européenne en matière de RSE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout le sujet des normes, qui est un sujet qui nous apparaît extrêmement politique, pas seulement un sujet technique. Il y a rendre compte, on rend compte de ce qui compte, c'est au nom de nos valeurs, d'une histoire qui nous est propre. Il y a un vrai enjeu à se mettre d'accord sur ces normes, parce que si on ne trouve pas un accord, il y a un risque de se faire imposer des cadres de l'extérieur, de la part des États-Unis, de la Chine. Il y a un vrai enjeu à garder la main par rapport à des standards européens de reporting et de taxinomie. Donc concrètement, on a proposé l'idée de réfléchir à l'opportunité d'une agence européenne de l'ESG, puisque l'enjeu des données est très important. L'idée d'étendre aussi le champ d'application des textes aux entreprises qui soient non européennes, mais ayant une activité en Europe. Donc ça, c'était le premier volet de nos recommandations. Le deuxième, c'était tout ce qui était autour de asseoir, consacrer les spécificités d'une vision européenne de la RSE, alors avec l'idée de promouvoir une vision à la fois équilibrée mais exigeante de la RSE, avec quelque chose qui nous tient à cœur à la plateforme RSE, c'est l'équilibre entre les 3 piliers de l'ESG, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des préoccupations environnementales qui éclipsent les préoccupations sociales ou vice-versa, mais de veiller véritablement à cet équilibre, consacrer cette notion de double matérialité qui a été présentée par Sarah en introduction, qui est extrêmement intéressante parce qu'on sort d'une logique très corporo-centrée sur l'entreprise qui rend compte de ses propres risques, mais qui, là, est obligée de sortir un peu de son cadre habituel. Toute une série de recommandations autour de la méthode, autour de l'association des parties prenantes et la nécessaire transparence de tous les processus législatifs et normatifs. Et puis, on s'est accordé aussi, et ça, je pense que c'est important de le souligner, puisque donc les acteurs de la plateforme RSE sont tombés d'accord, on fonctionne au consensus à la plateforme RSE pour demander un mécanisme obligatoire d'un devoir de vigilance qui couvre les activités des entreprises, de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants dans toute la chaîne de valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut paraître consensuel maintenant, mais on part de loin. Il y a quand même quelques années, ce n'était pas aussi évident d'avoir un accord de tous les acteurs. Et donc là, je tiens à souligner le chemin parcouru. Voilà, après, on a aussi cette année travaillé
en fait, faire connaître nos recommandations en vue des échéances nationales pour faire du sujet de la RSE un sujet du débat public. Et là, on a publié en fin d'année dernière un document qui s'appelle la RSE, une ambition partagée, avec 31 recommandations qui sont là, en fait, un peu une compilation, une synthèse de nos différents travaux des dernières années, que ce soit sur l'égalité, le numérique responsable, l'empreinte biodiversité des entreprises, sur les labels RSE, etc., en insistant sur l'importance de la RSE comme à la fois démarche de dialogue, levier pour la transition écologique et facteur de cohésion sociale. Donc voilà un peu à grands traits, on pourra y revenir un peu plus dans le détail de nos travaux sur voilà, les différentes publications de la plateforme, à la fois sur les rendez-vous européens et les prochains rendez-vous nationaux. Merci Frédéric. Alors, vous voyez qu'on vous a déjà emmené dans la prospective de la RSE avant même que les textes soient votés, puisque la plateforme RSE, finalement, on se projette sur, d'une part, la meilleure imprégnation de la RSE par tous les acteurs et d'autre part, par son amélioration, qui est en fait un chemin quotidien. Mais Pascal, donc vous êtes avec nous. Merci encore d'être là. Moi, j'ai une question avant, encore une fois, qu'on aborde les choses texte par texte, sur la manière dont le Parlement et l'ensemble des responsables européens regardent ces textes. Parce que finalement, dans l'ensemble des pays d'Europe, on est quand même... il y a déjà une directive, bien sûr, mais tous les pays ne sont pas aussi avancés, il faut bien le dire, que nous. Et d'autre part, certains sont quand même lorgnent toujours beaucoup du côté des normes, IFRS, etc., et les emplois plus que d'autres. Alors, comment est-ce que ces trois textes sont ressentis comme un paquet, pour reprendre le même vocabulaire qu'en matière énergétique, et est-ce que, on le voit bien, hein, il y a un débat politique très fort dont on va parler tout à l'heure, en clair, comment ça va se passer, quoi? Je veux dire, est-ce que c'est un axe politique fort et discuté en ce moment pour notre présidence? Alors, merci d'abord infiniment. Je ne sais pas si vous me voyez parce que moi, je ne me vois pas sur l'écran. Si, bon, ça va. Donc, j'ai aucune idée de savoir si je suis cadré ou pas. Donc, tout va bien. Vous êtes cadré, bien cadré. Voilà, c'est merveilleux. Alors d'abord, merci pour l'invitation. Et merci à chaque fois d'intégrer la dimension européenne dans votre réflexion parce que souvent, alors ça n'est pas le cas de RSE, de la plateforme RSE, ça n'est pas le cas non plus du comité 21, mais souvent en France, on a tendance à considérer que parce qu'on a fait la loi NRE ou parce qu'on a modifié le code civil sur l'entreprise à mission, bah ça y est, tout est dit, tout est écrit. Malheureusement, non, mais et vous avez eu raison de souligner, alors à titre personnel, hein, Bettina, le travail que vous-même avez accompli, mais globalement, ce que la France a fait au niveau européen est une action de pionnière. C'est-à-dire que très clairement, notamment le texte sur le devoir de vigilance a servi de référence et sert encore de référence à de nombreuses réflexions. Et moi, je me souviens des discussions que j'avais avec Heidi Hautala, j'ai toujours, hein, qui est elle en charge de ce dossier chez les Verts depuis des années et des années, et qui était toujours très, très, très favorable, demanderesse, à ce que l'expérience française soit étendue au niveau européen. Alors, vous me demandez comment ça va se passer. Je vais être optimiste. Bien, ça va bien se passer. Voilà. On va se retrouver dans une situation... non, mais clairement, la situation va être meilleure dans les mois et donc les semaines et les mois qui viennent que ce qu'elle est actuellement. On reviendra tout à l'heure hein, sur les difficultés que nous avons au niveau européen. Vous venez d'en évoquer une des causes, une des pistes, c'est qu'au sein de l'Union européenne, on a d'abord 27 États membres, 28 avant, et quel 28e sur la vision de l'entreprise. Mais donc, on a 27 États membres et on a des visions qui sont différentes. Et en fait,
il ne faut pas s'étonner que les questions de droit des sociétés, les questions de droit environnemental, les questions de droit social et de droit humain, finalement, soient très différentes de la manière dont nous voyons l'Europe. Et les débats politiques que nous connaissons depuis des décennies, à savoir est-ce que l'Europe doit être plus politique, plus souveraine, ou est-ce qu'au contraire, elle doit être essentiellement orientée vers un marché intérieur et viser l'abolition des normes pour permettre une circulation fluide des capitaux, etc., etc. Ces questions-là que nous connaissons depuis très longtemps, et bien maintenant, elles se déclinent vraiment, concrètement, sur la vision que nous avons de l'entreprise. J'ai souvent tendance à répéter que, et pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais comme parfois ce n'est pas les mêmes auditoires, je peux me permettre de le redire. Quand moi j'ai été jeune avocat, il y a longtemps, mais ça a continué encore très très longtemps, on apprenait que le contrat de société, c'est ce qui crée la société, c'était globalement la volonté de mettre en commun les bénéfices et les pertes. Et puis, avec ça, on roulait. On avait le cadre juridique. La société n'était pas là pour défendre ni l'intérêt général, ni le bien commun. Ça, c'était le rôle des États, le rôle des politiques. Et pendant des décennies, là aussi, et vous le savez, pour y avoir participé de près, c'était l'État qui était en charge, notamment en France, c'était l'État qui était en charge de défendre l'intérêt général. Et donc, en gros, on laissait les entreprises vivre plus ou moins leur vie, et puis on normait un peu le droit social, le droit environnemental, du mieux qu'on pouvait. Et puis, on s'est aperçu. Et c'est là la différence, et je rejoins votre question, hein, je ne m'éloigne pas totalement de votre question, c'est qu'on s'aperçoit au fur et à mesure des années et des complexités naissantes. Et quand tout à l'heure, Frédéric Lellouche parlait de l'équilibre particulier en Europe, de la recherche, je crois que c'est vraiment très important, c'est le fait d'essayer d'avoir, alors il y a le volet économique qu'elle n'a pas évoqué, mais c'est normal, ce n'est pas la priorité première de la plateforme RSE. Et moi, j'ai aussi un volet compétitivité hein, qui est très très important au niveau européen. Donc, je dois équilibrer, quand je dis je, c'est la vision qui est maintenant majoritaire en Europe, parce qu'elle est européenne, parce qu'elle est caractéristique de notre Union européenne, c'est d'équilibrer cette recherche de profit, de compétitivité, avec un équilibre sur les questions environnementales, sociales et désormais de droits humains. Et donc, la situation a énormément évolué. Ce qui était impossible il y a encore quelques années devient maintenant presque naturel. C'est-à-dire que quand vous parliez du travail que j'avais fait pour essayer de mettre les parties prenantes au cœur de la réflexion de l'entreprise de demain, je dois dire que je ne pensais pas avoir aussi facilement un accord entre la demande des investisseurs pour pouvoir avoir de la visibilité, notamment sur le moyen et le long terme, donc des risques, mais les risques de la double matérialité, c'est-à-dire quels sont les risques que l'entreprise court à cause des externalités, pollution, changement climatique, que sais-je, mais également ce qu'elles font courir, parce que ça peut porter atteinte à la marque et à la réputation notamment. Donc, j'ai les investisseurs qui veulent de la visibilité pour leurs investissements. J'ai des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire qui commencent à dire « nous, on veut un marché assaini ». C'est-à-dire qu'on veut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. J'ai ceux qui, comme les ONG, les syndicats, disent « nous, on veut plus participer ». Et les consommateurs qui disent « nous, on ne veut plus acheter n'importe quoi et on veut savoir si les produits, par exemple, sont fabriqués avec de l'esclavage, du travail forcé, etc. » Donc, j'ai une convergence. Et cette convergence, elle n'existait pas il y a quelques années, où on opposait encore les uns aux autres en disant « oui, mais les normes, ça porte atteinte à la… » Et donc maintenant, et je terminerai là-dessus, la situation à laquelle, là, maintenant, quand nous nous parlons, nous avons en fait à rééquilibrer donc cette situation, de faire en sorte que tout le monde parle d'une seule voix, et donc on décline des textes pour ça, mais en même temps, j'essaye de faire en sorte, et c'est là où c'est nouveau, et je rejoins également une remarque de Frédéric Lellouche, et une remarque que vous avez faite, Bettina, aussi, c'est le fait qu'on est dans un concert mondial, et que donc, il faut que nous arrivions à ce que les normes européennes, et on retouche en politique, la souveraineté européenne, la capacité de ne pas se voir imposer les normes de l'extérieur, et de pouvoir les poser sur la table, et d'en débattre, évidemment, on ne va pas monter des murs et interdire, non, mais au moins posons nos propres normes pour pouvoir en discuter à l'OCDE ou ailleurs. Et donc, on est à un moment où on essaye de faire en sorte que l'Europe se dote d'une structure normative, mais qu'en même temps, ceux qui viennent opérer chez nous
au sein du marché intérieur, soient soumis aux mêmes obligations. Ça vaut naturellement pour les Chinois, pour l'Asie, je dois être dans le noir tout d'un coup. Et donc voilà. Donc maintenant, l'Europe commence à vraiment raisonner en synergie et plus en opposition d'un côté les productivistes, les économistes, etc., et de l'autre les dangereux écolos, les utopistes, la gauche irresponsable, enfin, etc. Tout ça, c'est fini. Voilà. Enfin, c'est fini. Oula. En tout cas, tout ça est déjà discute, parle ensemble et essaye de trouver un chemin commun en Europe. Voilà, on en est là. Donc, tout se passe bien. Merci Pascal. Alors, même si on se rend compte tous les jours qu'au niveau politique, ce n'est pas vraiment fini, ce qu'il y a d'extraordinairement encourageant, c'est qu'à partir du moment où on s'attaque effectivement à la matière même de ce qui est, moi j'emploie le mot, c'est qui est le progrès social et environnemental, c'est vrai qu'on a des avancées, même si évidemment il y a l'énorme chantier de la mise en œuvre qui reste. Alors, je vous propose maintenant de rentrer dans le dur, dans le vif du sujet au niveau de chaque texte. On va commencer peut-être par celui qui est le plus mûr, si j'ose dire, celui dont on attend l'adoption avec impatience. Et je vais laisser la parole à Sarah pour qu'elle anime cette partie qui consiste à regarder les trois textes avec chacun de nos invités, que je remercie encore. Oui, on reste donc ensemble. Merci Bettina. Donc, je vais reprendre un peu le même ordre que j'ai pris lors de la présentation en introduction. Et donc, je propose qu'on zoome un petit peu donc, sur la gouvernance responsable et le devoir de vigilance. Alors qui d'ailleurs peut s'appeler selon les traductions devoir de diligence raisonnable. Enfin, tout ça, on parle bien de la même chose. Et donc pour commencer donc un peu cet approfondissement, ces questions par rapport à ce texte, j'aurais aimé vous demander, Monsieur Durand, notamment sur les questions en lien avec le devoir de vigilance. Qu'est-ce que ce texte représente pour l'Union européenne dans son ensemble et qu'est-ce qu'il représente pour les entreprises françaises? Donc, on nous a demandé qu'est-ce qui allait changer pour les entreprises françaises qui, elles, ont déjà un devoir de vigilance. Il y a d'autres États au sein de l'Union qui en ont un également. Mais la question en creux de tout ça, c'est est-ce que ce devoir de vigilance européen va aller plus loin? Ou est-ce qu'il va tirer vers le bas, entre guillemets, le devoir de vigilance à la française? Alors, c'est une excellente question. J'aimerais pouvoir vous répondre clairement et je ne le ferai pas tout simplement parce que vous le savez, hein, en Europe, c'est la Commission qui a l'initiative des textes, seule la Commission. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas encore le texte de la Commission à ce jour. Il a été d'abord annoncé pour le mois de juin de l'année dernière, puis octobre, puis décembre. Finalement, là, normalement, il devrait intervenir avant la fin février. On vous avait parlé du 15, maintenant on nous parle du 25. Mais ce que je puis vous dire, c'est que ce qui est dans l'état d'esprit du commissaire en charge de la question du devoir de vigilance, qui n'est pas le même que, parce que ça serait trop simple hein, si la commission ne raisonnait pas en silo. On a donc la DG Just, la DG Justice, avec le commissaire Renders qui gère la question du devoir de vigilance, alors que c'est la DG financière, FISMA, qui gère la question du CSRD. Mais donc, on essaye de marcher sur les deux jambes, mais c'est compliqué. Le commissaire Renders nous a toujours dit qu'il était très ambitieux sur le texte et que donc la proposition de la Commission irait au-delà de ce qui existe actuellement en France. Alors, au-delà à la fois sur le scope, au-delà sur le caractère obligatoire, au-delà sur les assurances, les obligations d'audit, etc. Donc ça, c'est l'engagement de la Commission. Donc je peux vous répondre qu'en l'état du discours de la Commission, et en attendant du texte, les entreprises françaises devraient d'abord être rassurées, parce qu'elles ne seront plus les seules au sein de l'Union européenne à être soumises à une obligation de vigilance.
ou de due diligence selon le terme anglais. Donc, c'est bien pour les entreprises françaises parce qu'elles vont se retrouver dans une concurrence égalisée au sein de l'Union. Par ailleurs, c'est très certainement aussi un scope qui va être élargi et donc un certain nombre de nouvelles entreprises qui vont être soumises à ces textes, avec peut-être des atténuations enfin, sur la taille ou d'augmentation en fonction des secteurs à haut risque. La Commission veut identifier des secteurs particuliers à haut risque sur les questions de déforestation, sur les questions, par exemple, textiles ou autres, qui sont des sujets sur lesquels la plateforme RSE connaît bien ce sujet-là, qui sont des domaines spécifiques sur lesquels le risque du devoir de vigilance est plus important. Voilà, donc on va avoir très rapidement un texte. C'est une priorité de la présidence française. Donc, la France a toujours dit que dès que c'était déposé, elle le mettrait à l'agenda, notamment du Conseil, pour en parler. Le Parlement est prêt. On a fait un rapport. Bettina l'a expliqué tout à l'heure. On avait fait un rapport sur ce sujet-là. Et notre rapport était très ambitieux. Il partait de ce que la France a fait, mais il allait plus loin. Et par ailleurs, on essayait quand même de faire en sorte, ce qui est le but final, de ces textes-là, c'est de faire en sorte qu'on puisse agir dans les pays, notamment que ce soit en Chine, au Vietnam, au Bangladesh ou ailleurs, ou au Brésil ou autre sur la déforestation, en Indonésie. On essaye de pouvoir agir et que les victimes de ces agissements contraires aux droits humains, contraires à l'environnement, puissent saisir la justice, notamment européenne, pour faire changer les choses, pas simplement dans des logiques déclaratives, mais également dans des logiques de réparation et d'action. Voilà, donc nous en sommes là. Moi, je pense qu'il y a maintenant une conscience très largement partagée au sein du Parlement européen, en tout cas chez nous, au sein du Parlement, pour faire en sorte que ces textes arrivent et arrivent vite. Donc un texte qui devrait arriver courant février. Donc, normalement, courant février. Alors, après, sur le planning, on ne le connaît pas parce qu'il y a donc 2 co-législateurs. Il y a le Parlement qui va travailler très vite dessus, mais encore faut-il qu'il y ait une majorité. Mais nous, on va travailler très vite dessus. Donc, je pense qu'en 4-6 mois, on peut avoir un accord. Ensuite, simplement, il y a le Conseil. Et donc, le Conseil, c'est imprévisible. Parce que tout dépend d'abord de la présidence. Ça ne sera plus la présidence française quand le Parlement aura voté, les Tchèques ou d'autres. Je ne sais pas qui vient encore après la République tchèque. Donc, je ne sais pas quelle diligence il y aura après au Conseil. Il y a des pays qui sont moins impliqués que d'autres, ceux qui exportent peu, ceux qui sont dans des logiques où les questions de droits humains ou les questions sociales ne sont pas prioritaires. Donc, on ne sait pas encore quel sera le rythme de travail au Conseil. Alors justement, je rebondis là-dessus. Vous parlez d'autres pays, parce que justement, il y a une question qui est de savoir est-ce qu'on peut craindre que certains États membres freinent l'avancée de ces textes. Et peut-être que du coup, je peux poser la question que je prévoyais de vous poser en même temps, sans vouloir trop refaire le passé, mais plutôt se focaliser sur donc cette bonne nouvelle qu'un texte est sur le point d'arriver. Il y a quand même une certaine incompréhension de la part des parties prenantes sur le retard pris. Est-ce que vous pourriez rapidement revenir dessus pour apporter quelques éléments de réponse et de compréhension à les différentes raisons des blocages et retards successifs? Il y en a une majeure, et on ne va pas se mentir. Il y a eu un travail considérable d'un certain nombre de lobbies qui ne veulent pas d'un texte qui augmente les obligations des entreprises, notamment à l'égard des enjeux de droits humains et de droits sociaux. Clairement, il y a un autre blocage aussi, c'est le fait de voir intégrer dans la gouvernance des entreprises, de voir arriver les parties prenantes de manière beaucoup plus prégnante, d'avoir les syndicats qui auraient un rôle plus important, de voir la possibilité des victimes. On le voit en France, il n'y a qu'à regarder ce que Total, la guérilla que mène Total pour essayer d'échapper à la responsabilité des tribunaux judiciaires pour rester dans le cadre des tribunaux de commerce, c'est-à-dire en gros de dire les problèmes de droits humains ou les problèmes relèvent de l'activité normale commerciale, ce qui n'est évidemment pas notre vision. Donc on a un blocage d'un certain nombre de forces qu'on peut qualifier de réactionnaires, si on doit parler comme dans l'ancien monde, d'un ancien monde qui malheureusement est encore très présent dans le monde réel. Voilà. Donc, et pardon, c'est ça qui est
est-ce qu'il y a des lobbies plus ou moins cachés de certains États? Alors, ça aussi, c'est une bonne question, Bettina, mais pour vous, vous êtes presque mieux placé que moi pour pouvoir répondre à ça, parce que vous avez vu côté conseil comment ça se passe. Moi, j'ai un vrai problème, qui est celui d'ailleurs de tous les démocrates et de tous ceux qui défendent l'Europe. Le Parlement est transparent, c'est-à-dire que nous, nos débats, nos discussions, nos engueulades ou nos accords, ils sont publics. Ça se passe dans des commissions, ça se passe dans des votes, et ça se passe dans des, je vais dire, une transparence qui est bonne pour la démocratie. Parfois, c'est un peu long, mais au moins, on a tout posé sur la table. Et comme on n'a pas de majorité politique, et vous le savez, on est obligé de trouver des accords, et ça, c'est le Parlement qui avance. Au Conseil, on n'a aucune transparence. C'est-à-dire qu'on ne sait que lorsque certains États ou certains ministres veulent bien nous dire comment ça se passe au Conseil et qui bloque ou pas. Moi, je ne pense pas que sur la question du devoir de vigilance, le vrai blocage vient du Conseil. Je pense qu'au Conseil, il y a des États qui se contrefichent, hein, on se parle directement, ils se contrefichent de ce sujet. C'est-à-dire que les questions sociales au Bangladesh, les questions, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème, c'est de développer leur économie, c'est de gérer leurs frontières, les migrants, etc. Ils sont dans des logiques nationalistes, xénophobes pour une grande part, ils se contrefichent de savoir que des femmes ou des enfants sont exploités à l'autre bout de la planète. Ce n'est pas leur sujet. Je résume, hein, je vais à la serpe, mais en gros, c'est un peu ça. Mais ils ne vont pas directement être opposants. Ils vont être plutôt laisser faire ou écoutez, oui, bon, c'est un peu comme quand on parle du bien-être animal, écoutez, oui, bon, les vaches, les machins, vous n'allez pas nous emmerder avec ça. Mais enfin, si ça vous amuse, occupez-vous de ça. Voilà. Là où j'ai un vrai sujet, c'est effectivement un certain nombre d'entreprises, parfois avec une logique de il y en a assez de normes, il y en a marre, ça va nous coûter encore de l'argent, il va y avoir des audits, il va y avoir des contrôles, etc. Donc ça, il y a un gros lobbying là-dessus, mais qui est, j'allais dire, habituel, usuel. Si vous discutez avec Business Europe ou avec le MEDEF en France, ils vont très clairement vous dire, écoutez, les PME, en ce moment, ils ont autre chose à faire. Il y a eu la Covid, il y a eu... Ce qui est vrai pour une part, c'est vrai. Mais on sait tous que ce n'est pas parce qu'on continue à exploiter des enfants à l'autre bout de la planète que notre économie va aller mieux. Enfin, tout ça, nous, on le sait. Mais bon. Non, il y a ça, et puis il y a le fait, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, typiquement pour des entreprises qui ont pris l'habitude depuis des décennies de se comporter en conquérant, c'est-à-dire en gros, je veux du bois, je prends le bois, je veux de l'eau, je prends l'eau, etc. Et si possible, à l'autre bout de la planète, très loin des projecteurs, très loin d'un débat transparent, eh ben, ils n'ont pas envie qu'on vienne les voir. Donc, de la même manière que les entreprises font du lobbying pour nous bloquer sur la gouvernance durable en termes d'égalité des genres, quand on demande la publication des salaires ou la différence des salaires entre les femmes et les hommes, par exemple. Ah, mais oui, mais non, parce que vous comprenez, oui, on comprend toujours tout, c'est-à-dire que le but du jeu est de ne pas faire. Voilà, donc donc moi, je ne vois pas tellement ça finalement comme un lobby des États, mais peut-être il viendra, hein. Peut-être ce lobby arrivera-t-il ou peut-être est-il déjà présent, mais je ne le connais pas bien. Ce que je sais, c'est que des pays qui étaient très business-friendly, comme on dit en bon français, par chez nous, notamment les Pays-Bas, par exemple, qui étaient main dans la main avec la Grande-Bretagne pour bloquer ce genre de texte, maintenant ont bougé. Et qu'on voit un texte sur le devoir de vigilance qui apparaît aux Pays-Bas, il y a eu d'abord sur la corruption, il va y en avoir un maintenant plus large. On en a eu un en Allemagne, et en Allemagne, on a une nouvelle majorité, notamment avec le SPD et les Verts, qui sont normalement très sensibles à ces textes-là, et qui devraient aider la France. Donc, et on a une présidence française qui en a vraiment fait un point dur et qui l'a encore répété la semaine dernière en commission. Donc, voilà. Mais bon, bien sûr, il y a des réactions, bien sûr, il y a des blocages, mais je pense quand même qu'on va y arriver. Merci pour cette réponse. Je me tourne vers Monsieur Loos pour avoir un regard de partie prenante, en l'occurrence d'ONG, peut-être sur ce que vient de dire Monsieur Durand et puis sur les perspectives autour de ce texte. Déjà, peut-être nous faire un petit retour, enfin une impression autour du climat tel que vous l'avez perçu donc, ces derniers mois et puis tel que vous l'apercevez sur les mois à venir. Quels ont été les principaux points d'attention du WWF? Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation.
c'est vrai que nous, sur le climat, alors déjà, on constate le calendrier qui glisse, et donc on reste vigilant pour s'assurer que ce décalage de calendrier ne traduise pas quelque part une volonté d'amoindrir l'ambition du texte. Et puis, donc, sur le climat, c'est vrai que je ne vais pas reprendre ce que M. Durand a dit, mais en parallèle, on voit quand même qu'il y a aussi des acteurs économiques qui prennent des positions publiques en soutien à cette initiative de la Commission sur la gouvernance durable. En octobre dernier, il y a une centaine d'investisseurs qui ont d'ailleurs publiquement écrit pour soutenir cette initiative de la Commission. Et puis plus récemment, la semaine dernière, il y a une trentaine de CEO d'entreprises européennes qui ont également écrit pour soutenir cette initiative. Donc ce qu'on aimerait, c'est voir ce type de soutien public se multiplier. Et puis, on peut aussi aller jusqu'à dire qu'on aimerait voir les réseaux d'entreprises, au-delà des entreprises individuelles, les réseaux d'entreprises vraiment se porter en soutien de ce texte, puisque là, on partage complètement le fait que c'est en France, il y a un certain nombre de réglementations qui existent déjà, il y a déjà le devoir de vigilance. Donc, les entreprises auraient tout à gagner, les entreprises françaises en tout cas, et allemandes aussi, sur le devoir de vigilance, auraient tout à gagner à avoir une extension de ces textes à un périmètre plus large au niveau européen. Donc ça, c'est sur le volet un peu du climat. Maintenant, nous, sur nos points d'attention, alors c'est sûr que notre volonté première, c'est de faire en sorte que l'esprit de ce qui est mis sur la table soit respecté. C'est-à-dire que l'enjeu clé pour nous, c'est de faire en sorte que les enjeux de durabilité et de long terme soient vraiment intégrés dans la stratégie et le pilotage des entreprises. Et donc, les mesures clés à faire en sorte de pousser pour qu'elles soient intégrées, c'est premièrement, concrètement, la question de l'obligation des directeurs. Donc, intégrer au sein de l'obligation des directeurs le fait de définir à la fois des objectifs environnementaux et sociaux de long terme, des objectifs de court terme et des plans de transition, des plans de mise en œuvre pour mettre en œuvre et atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est une première chose très, très pragmatique. Puis la deuxième chose, c'est travailler sur les incitations. Et donc là, très concrètement, c'était pris dans une des slides au début, une mesure forte sur laquelle on est très actif, c'est de s'assurer que les rémunérations variables des dirigeants soient liées de façon significative à l'atteinte justement des objectifs sociaux et environnementaux. Et donc, avec le jeu de ces deux sujets, nous, on voit ça comme un outil formidable et une vraie occasion, justement, de faire en sorte que les sujets de durabilité soient concrètement intégrés dans le pilotage opérationnel au quotidien des entreprises. Bon, puis après, il y a l'autre sujet aussi de l'intégration de compétences, je dirais, extra-financières, environnementales, sociales dans les conseils d'administration, et donc toute la question de l'intégration des parties prenantes au sein des conseils d'administration. Là, il y a plusieurs outils, mais l'idée est que les conseils d'administration puissent monter en compétences sur ces enjeux également. Et puis le dernier point, pour nous de vigilance aussi, c'est le sujet des seuils d'application. Donc évidemment, pour que tout ça ait de l'impact, il faut que ce soit appliqué à un périmètre conséquent d'entreprise, et donc voir les périmètres d'application augmenter par rapport au périmètre actuel. Et nous, ce qu'on pousse, c'est un alignement des périmètres d'application entre les différentes réglementations, donc sur le volet reporting, sur le volet gouvernance, sur le volet devoir de vigilance. Merci. Et concernant justement la question du devoir de vigilance, donc on l'a évoqué rapidement, l'idée est de donner encore plus de place aux parties prenantes. Et donc, sur ce point-là, quelle est la position du WWF? Comment est-ce que, concrètement, est-ce que vous poussez à une meilleure intégration des parties prenantes dans le processus autour du devoir de vigilance? Oui, bien sûr. Alors là, sur la façon dont ça se passe au niveau européen, donc il y a des consultations publiques, donc le WWF est associé, enfin les parties prenantes sont associées, ça suit le processus. Ensuite, tout dépend de la façon dont les recommandations et les contributions vont être intégrées ou pas dans les textes. Et puis ensuite, sur le rôle que peuvent jouer justement les parties prenantes, il y a un éventail, je pense, de possibilités, du rôle d'alerte, de vigie, de surveillance, jusqu'à un rôle qui peut être plus de solutions, d'orientation, de guide vers les solutions à proposer.
En revanche, une partie prenante reste une partie prenante et n'a pas vocation à prendre la responsabilité de l'entreprise. La responsabilité de la mise en œuvre reste chez l'entreprise. Merci pour... J'espère. Oui. Pardon. Non, vas-y, Bettina. Non, je veux dire, j'espère que vous promeuvez les parties prenantes, parce que moi, je vais faire 2 minutes de pub sur nos documents qu'on a publiés l'année dernière et toutes nos recommandations sur la place accrue et plus organisée que devraient avoir les parties prenantes. Voilà, c'est fait. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que ce paquet-là, il est quand même très conséquent et on fait souvent un raccourci en parlant du devoir de vigilance, mais il y a toutes ces mesures autour de la gouvernance et d'une meilleure intégration des parties prenantes dans la gouvernance des entreprises, que ce soit de manière directe ou plus indirecte en les consultant ou bien en obligeant les dirigeants à prendre en compte les enjeux sociétaux, sont en effet des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé ces derniers mois. Juste pour finir, Monsieur Loz, avant de passer à la suite, c'est plutôt une question un peu globale, hein, qui n'est pas liée uniquement au devoir de vigilance, mais plutôt par rapport à cette présidence française qui démarre. Donc, qu'est-ce que le WWF en tant qu'ONG, enfin WWF France, en attend pour faire avancer l'ensemble de ces sujets? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que voilà, quel est votre regard par rapport à ça? Alors, sur le sujet présidence française, il y a plein de considérations. Spécifiquement sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui de la gouvernance, nous, l'enjeu, ce qu'on attend vraiment de la France, c'est de faire en sorte qu'elle fasse avancer ces sujets qui sont un peu au ralenti, qui piétinent un peu, hein, franchement, depuis les derniers mois. Donc, que la France puisse justement capitaliser sur ces expériences locales, en particulier le devoir de vigilance français, et puis sur le volet gouvernance, il y a également la loi Pacte, hein, en France qui existe, donc, qui sont des premières étapes. Donc, on souhaite que la France puisse capitaliser là-dessus pour faire en sorte d'obtenir des avancées concrètes dans les mois qui viennent et débloquer des situations pour faire en sorte que ces textes aient le niveau d'ambition qu'ils méritent pour que demain, ça se traduise vraiment par une intégration concrète, hein, des sujets de durabilité dans la gouvernance, comme ce que je disais tout à l'heure. Donc là, je pense que vraiment la France a un rôle à jouer et a une responsabilité, de par le fait, et ça a été rappelé précédemment, que la France a été pionnière sur plusieurs de ces thématiques. Et donc là, on voit que sur le sujet du reporting, c'est plutôt en bonne voie. Donc la France a vraiment un rôle à jouer pour faire en sorte que dans quelques mois, on puisse se dire on avait raison d'être optimiste et effectivement, on a obtenu des niveaux d'ambition qui sont à la hauteur des enjeux. Merci. Voilà, on a fait un premier panorama. Maintenant, on va aborder le second texte. Alors, le second texte, je crois que c'est vraiment très intéressant de s'y arrêter parce que finalement, on en entend beaucoup parler, mais uniquement par le biais de la querelle énergétique et de l'inclusion du nucléaire et du gaz. Or, ce texte est un texte extrêmement structurant pour les entreprises et je voudrais vraiment donner la parole à Lorraine Chenva parce que du point de vue d'une entreprise, du point de vue en plus d'une entreprise qui est devenue entreprise à mission, ce qui n'est pas anodin en l'occurrence, comment voit-elle ce texte? Comment voit-elle ces avancées? Comment une entreprise peut s'en saisir? Et puis là aussi, on reviendra tout à l'heure vers Nicolas pour que, en tant que partie prenante, il puisse comment dirais-je, nous donner un éclairage là-dessus. Je n'interdis pas à Pascal de donner son interdiction de son point de vue un peu politique là-dessus également, mais on le retrouvera dans le troisième texte. Lorraine. La taxonomie s'inscrit dans un triptyque réglementaire au niveau de la finance durable, avec taxonomie d'une part qui vise en fait à reporter sur, en gros, dans quelle mesure est-ce que les investissements et donc par déduction les entreprises ont des activités qui sont durables, s'articule avec SFDR qui est Sustainability Financial
Disclosure Regulation, qui vise en fait à amener les investisseurs à reporter sur leurs risques en matière de durabilité. Le tout articulé avec les évolutions de CSRD pour que les entreprises disclosent ce dont les investisseurs ont besoin pour publier eux-mêmes toutes ces informations. Donc ça, c'est un deuxième élément à bien avoir en compte quand on regarde la taxonomie, c'est que ça s'inscrit dans ce triptyque-là. Et un dernier point peut-être pour donner le contexte sur la taxonomie, c'est que l'horizon qui est fixé est celui de l'économie à venir, c'est-à-dire que la taxonomie ne décrit pas l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle devrait être pour atteindre un certain nombre d'objectifs environnementaux, qui sont les 6 que vous aviez listés, Sarah, en introduction, 2 objectifs climat et 4 autres objectifs environnementaux, biodiversité, eau, pollution, économie circulaire. Donc, elle vise aussi, du coup, à créer un certain consensus sur ce qui doit être vert pour éviter le greenwashing et pour avoir une clé de lecture, un dictionnaire commun, en quelque sorte, sur ce qui doit être vert. Il y a eu beaucoup de malentendus autour de ce qu'est et ce à quoi doit servir cette taxonomie. C'est pour ça que je pense que c'est important de l'avoir en tête avant d'en parler. Le premier point, Sarah, que vous vouliez aborder, je pense que c'était les questions de calendrier. Oui, je pense, à moins que vous ayez des points en complément par rapport à ce que j'ai pu évoquer en introduction. Si c'est le cas, je vous laisse y faire rapidement allusion. Sinon, vous avez mentionné que donc Mirova, via son président Philippe, j'ai un doute sur son prénom, donc je vais dire Monsieur Zawati, ce sera plus simple. A fait partie du groupe d'experts qui, on était vraiment à l'origine de l'ensemble de ces travaux sur la taxonomie. Et donc, il y a pas mal de critiques qui ont été entendues ces derniers mois. On a entendu parler de Taxonomy Gate. Donc, j'aurais aimé savoir quel est du coup le point de vue de Mirova sur cette premier acte, en tout cas cette première version de la taxonomie, la partie qui est entrée en vigueur au 1er janvier. Alors, la partie qui est entrée en vigueur au 1er janvier, alors il y a plusieurs choses. Il y a un acte délégué sur l'ensemble des sujets climat, hors nucléaire, gaz, agriculture, qui a été adopté en fin d'année et sur lequel il y a quand même globalement plutôt du consensus. Et il y a effectivement une proposition de texte qui a été transmise par la Commission aux États membres et au Parlement le 31 décembre à minuit moins 5, je crois, par la Commission sur le sujet gaz nucléaire qui a effectivement fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi est-ce qu'il a fait couler beaucoup d'encre? Essentiellement du fait du dernier point que je mentionnais en introduction sur la taxonomie, qui est que la taxonomie vise à créer du consensus sur ce qui est vert pour qu'on puisse investir et financer dans ces activités de manière sécurisée pour encourager la transition des flux de capitaux vers une économie durable. Le problème de ces 2 activités, c'est que pour différentes raisons, techniques, idéologiques, politiques, de choix de mix énergétique de certains États, elles ne sont pas forcément consensuelles pour rentrer dans du green. Alors, ça concerne l'architecture de la taxonomie. En fait, à chaque fois que vous regardez une activité pour voir si oui ou non elle est durable, la taxonomie considère qu'il faut regarder ce qu'on appelle une contribution significative à l'objectif. Par exemple, comment est-ce que l'activité va contribuer à vraiment lutter contre le changement climatique? Dans quelle mesure est-ce que, par ailleurs, elle applique des principes de ce qu'on appelle do not significant harm, donc le fait de ne pas rentrer en contradiction avec un autre objectif environnemental. Donc, pour la question du gaz, la question se posait par rapport à quelle contribution significative sur le sujet de lutte contre le changement climatique, dans la mesure où c'est un gaz à effet de serre, tout simplement. Et pour le nucléaire, dans quelle mesure est-ce que le concept de DNSH était respecté? Aujourd'hui, on voit que la Commission a essayé de créer malgré tout le consensus pour réintégrer ces énergies-là avec des critères assez drastiques, mais ce n'est pas forcément suffisant à ce stade. Il y a encore des débats d'experts sur la qualité des critères qui ont pu être introduits dans ce texte qui est encore en cours d'adoption. Nous, la question que ça nous pose en tant qu'investisseurs, et là je fais un petit peu un pas de côté, c'est voilà, cette taxonomie a été créée pour créer du consensus et de la confiance. Si ça crée autant de débats, forcément, ça nous interroge et c'est problématique.
Et disons que pour le gaz, la question, surtout que c'est un gaz à effet de serre, donc l'intégrer dans une taxonomie climat est quand même particulièrement surprenant. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet objectif. On n'est pas certain aujourd'hui qu'on va parvenir à faire fi de ce débat parce qu'il allait trop loin. Et donc, toute la question va être d'avoir suffisamment de transparence pour que on puisse savoir, nous, comme investisseurs, ce qu'il y a dans un fonds d'investissement et si ces énergies sont concernées ou pas quand on parle de taxonomie. Et voilà, on ne voudrait pas que l'objectif initial de la taxonomie, qui est de créer du consensus, créer de la confiance sur ce qui est vert, soit perdu de vue. Donc, on attend un petit peu à quelle sauce on va être mangé, mais ce n'est pas une question très évidente. Oui, merci. Pardon. Et je crois qu'une des réactions, en tout cas de Mirova, ça a été de, en tout cas, dire que vous, à votre échelle, vous iriez sur certains points, notamment ceux-là qui sont en débat nucléaire et gaz, plus loin, peut-être que la taxonomie. On peut imaginer qu'un certain nombre d'entreprises très particulièrement engagées prendront la même direction. Mais de manière générale, là, si on essaie de rentrer un petit peu plus dans le concret, dans plus opérationnel, vous, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous pourriez dire aux entreprises donc, qui doivent là se mettre en ordre de marche sur ce sujet-là pour être en conformité, pour que cette taxonomie finalement soit vraiment un levier de transformation comme c'est l'objectif de départ? Oui, tout à fait. Alors, aller plus loin, c'est pas forcément simple dans le sens où aujourd'hui la taxonomie elle est exigeante pour tout le monde, hein, même pour les acteurs qui sont avancés sur ces sujets. On verra nous comment, en fonction du texte qui finira par aboutir sur nucléaire et gaz, comment on traite ce sujet. Est-ce qu'on fait un exercice de transparence un peu différent pour vraiment être sûr que il y a toute la transparence requise sur un sujet aussi peu consensuel qui soit faite, en particulier sur nos produits à nous. Notre CEO a fait des annonces dans ce sens-là, mais on va voir comment ça peut être mis en œuvre en fonction de la réglementation. Par rapport à notre mise en ordre de marche, nous, on a deux obligations. C'est d'évaluer la part de nos fonds d'investissement qui sont alignés avec la taxonomie, qui aujourd'hui sera, même pour des fonds très verts, relativement faible, et c'est normal. Je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Encore une fois, la taxonomie, elle est aujourd'hui extrêmement restrictive parce qu'elle fixe, d'une part, l'horizon à atteindre, qui n'est pas l'économie d'aujourd'hui, c'est normal, et d'autre part, elle est encore développée que sur 2 des 6 objectifs environnementaux sur lesquels elle doit être développée. Donc, ça reste un champ assez restreint et ça devrait s'amplifier, on l'espère, dans les années qui viennent. Et on passe à cet exercice-là, soit en faisant des estimations directes aujourd'hui, soit en commençant à travailler avec des fournisseurs de données, en attendant que les données soient publiées au niveau des entreprises en tant que telles. Quelles recommandations on peut faire aux entreprises? Je dirais peut-être un retour d'expérience en tant qu'investisseur utilisateur de la donnée. C'est sans doute de ne pas le prendre comme un bête exercice de mise en conformité, de bien comprendre la logique qui a amené à l'élaboration de cette taxonomie, qui est de fournir de l'information sur où se trouvent les entreprises qui mènent des activités qui sont apporteuses de solutions dans la lutte contre le changement climatique et dans l'atteinte des autres objectifs environnementaux quand la taxonomie sera développée sur ces sujets. On a des modalités de mise en œuvre qui sont relativement complexes, mais les attentes des investisseurs derrière, c'est globalement d'identifier les bons spots où investir, d'avoir des ordres de grandeur, même si les méthodologies ne sont pas parfaites, même si parfois c'est compliqué de remonter l'information, de la consolider. L'idée, c'est d'avoir des ordres de grandeur, pas forcément à la virgule près, mais qui nous donnent une bonne idée d'où en est l'entreprise et ce qu'elle veut développer. J'avais vu une question dans le chat qui demandait s'il y avait un peu un guide, un référentiel sur le sujet. Alors, je suis sûre qu'il y a moult consultants qui vont mettre en œuvre toutes sortes de guides sur comment appliquer le règlement taxonomie. Il y a déjà peut-être l'acte délégué, le texte réglementaire qui vient mettre en application l'article 8 du texte d'origine, qui donne un certain nombre d'indicateurs, CAPEX, OPEX, chiffre d'affaires, comment est-ce que les entreprises doivent décliner ces ratios-là par rapport à leur... D'une part, dans quelle mesure est-ce qu'elles sont concernées par la taxonomie? C'est ce qu'elles vont devoir faire dans un premier temps.
les 2 premières années du reporting vont être dans quelle mesure est-ce que le périmètre de la taxonomie concerne nos activités, et dans un deuxième temps, dans quelle mesure est-ce que ces activités sont alignées avec les critères de la taxonomie. Voilà, dans les grandes... Merci Lorraine. Dans le mail qu'on vous enverra avec les slides, on vous enverra tous les documents, les résolutions, ce que vous venez de mentionner autour de la taxonomie. J'accélère un petit peu pour qu'on ait le temps aussi de parler de la CSRD vers Monsieur Loz, pour vous parler également donc, de la taxonomie, sur ce que j'ai demandé aussi à Lorraine, sur qu'est-ce que peuvent faire les entreprises, parce que vous êtes donc en relation avec les entreprises au WWF, donc c'est des sujets sur lesquels certainement vous échangez avec elles. Donc sur ces questions en débat, comme la question du nucléaire, de l'énergie, déjà rapidement, quelle est la position du WWF là-dessus, et quelle est la marge de manœuvre du coup des entreprises à leur échelle sur ces questions-là? Oui, alors déjà, WWF supporte très fortement, et d'ailleurs a été à l'origine aussi des échanges qui étaient mentionnés par Lorraine Chenvar. Donc, WWF a fait partie du High Level Expert Group au niveau européen, et là, on est membre aussi de la plateforme européenne sur la finance durable qui a été montée justement par la Commission. Donc, le WWF supporte fortement le concept de taxonomie ainsi que le règlement taxonomie qui a été publié. C'est vrai que le sujet autour du dernier acte délégué sur le gaz nucléaire pose vraiment problème, puisqu'il n'est pas basé sur les concepts scientifiques. D'ailleurs, c'est les conclusions du dernier rapport de la plateforme sur la finance durable qui montrent justement que l'acte délégué ne respecte pas les critères qui ont été définis dans le règlement. Donc, ça pose un vrai problème de solidité et de confiance dans le dispositif global de la taxonomie, qui est vraiment un dispositif qui fait avancer les choses. Donc, il y a un énorme risque là, de greenwashing majeur, et que les parties prenantes, que tout le monde abandonne finalement la confiance dans la taxonomie si elle n'est pas au niveau de crédibilité attendue. Et le mot consensus est vraiment important. Et le consensus vient normalement du volet scientifique et de la robustesse scientifique. Donc, ayant dit ça, donc on s'oppose fortement évidemment au fait que le gaz et le nucléaire soient inclus dans ce nouvel acte délégué. On est totalement aligné avec les conclusions du dernier rapport technique de la plateforme de finance européenne. Et concrètement, ce que les acteurs économiques peuvent faire, à court terme, c'est déjà exprimer leur soutien aux conclusions justement de ce dernier rapport, en disant que l'acte délégué tel qu'il est ne leur convient pas. Donc montrer qu'il y a consensus aussi de par les entreprises pour avoir une taxonomie solide, puisque c'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt des investisseurs, c'est l'intérêt des entreprises que d'avoir un objet sur lequel chacun peut ensuite, vers lequel chacun peut se référer comme une base commune. Sinon, le risque, c'est qu'on ait effectivement plusieurs opérationnalisations de la taxonomie, celle qui sera dans le texte, et puis celle que les investisseurs et les entreprises qui voudront aller au-delà devront adopter pour créer la confiance. Donc, le risque, c'est qu'on se retrouve dans une situation comme ça un peu absurde. Donc, à court terme, soutenir une taxonomie robuste, et puis à plus long terme, on verra ce qui sera finalement retenu. Mais c'est vrai qu'on ne s'interdit pas d'envisager quelque part de dissocier des niveaux de reporting plus ou moins ambitieux. Donc, il y a effectivement un enjeu qui sera important à observer de ce point de vue-là. S'il y a une taxonomie, la taxonomie européenne, et puis d'autres initiatives qui gravitent autour pour aller plus loin. Merci, Monsieur Loz. Bettina, est-ce que tu veux dire un mot avant qu'on passe à la CSRD? Voilà, on va effectivement accélérer. Donc, on va demander à Pascal un point sur CSRD. Alors, en fait, on avait quand même l'impression que ça se déroulait pas mal, ce travail sur cette nouvelle directive. Et puis, effectivement, j'ai lu un papier, nous avons lu un papier où vous disiez que, Pascal, que ce n'était pas génial. Donc, où en est-on? Racontez-nous. Non, ce qui n'était pas génial, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire que la situation actuelle est basée finalement d'abord sur le fait que seules les très grandes entreprises sont concernées. Ça, c'est déjà une première chose.
La deuxième, c'est que ça ne concerne pas l'extra, il n'y a pas la question de l'extraterritorialité qui a été évoquée tout à l'heure. Pardon de vous interrompre. Oui. Les grosses PME rentrent dans le champ maintenant. Alors il y a l'actuel et ce vers quoi on va aller. C'est-à-dire que là, en l'état, sur le reporting extra-financier, on est à peu près à 10 000 entreprises en Europe. La proposition de la Commission, celle sur laquelle on est en train de débattre, effectivement, est bien meilleure, puisqu'on est à peu près sur 50 000. Donc, et on a la proposition des PME cotées. Alors, pas toutes les PME. Et nous, on essaye d'ajouter notamment les PME sur les secteurs à haut risque. Parce qu'il n'y a pas simplement la taille de l'entreprise qui compte, enfin, c'est une évidence, et ça a été évoqué tout à l'heure, il est évident que les secteurs d'activité sont différents. L'hôtellerie et le textile n'ont pas les mêmes conséquences en matière de droits humains, du moins en Europe. Donc, ce qui ne va pas actuellement là, c'est qu'on est dans une situation un peu de jungle. Il n'y a pas assez de normes partagées, pas de visibilité et des quantités de rapports démentielles, c'est-à-dire qu'on a à peu près 1700 types de rapports différents. Et c'est pour ça que je disais qu'à ce stade, ça n'est plus possible. Le droit, c'est aussi la lutte contre l'arbitraire. À partir du moment où vous avez 1700 types de rapports, vous avez dedans des voyous qui montent, vous avez ceux qui ne racontent que ce qu'ils ont envie de dire et qui cachent le reste, vous avez ceux qui essayent de jouer le jeu et qui sont finalement défavorisés parce qu'eux, ils mettent tout ce qui est normalement à mettre. Puis il y a ceux qui déclarent rien du tout, parce que de toute façon, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de... Bref. Donc, on était dans une logique et on a touché là les limites de la soft law et on a également touché les limites qui a été évoquées tout à l'heure de la chaîne de valeur. Alors, j'ai entendu une remarque très optimiste en disant maintenant la question de la chaîne de valeur est réglée. Non, elle n'est pas réglée, notamment sur le devoir de vigilance, on va s'en apercevoir avec cette subtilité juridique entre la supply chain et la value chain. Et donc, un certain nombre de gens sont en train de dire non, il faut vraiment le limiter aux liens directs, contractuels qu'on peut contrôler, sachant, et c'est un point très très important et un combat qui n'a pas encore été gagné, mais qu'un grand nombre d'entreprises ont essayé de bloquer au niveau -1, c'est-à-dire en gros, je suis responsable du travail et je suis responsable, je dois déclarer sur ma filiale directe, et c'est tout. Alors que nous, on sait très bien que sur ces sujets-là, notamment environnementaux, sociaux et de droits humains, c'est le bout de la chaîne qui pose problème, et rarement de début. Et donc, si on se fait à N-1, c'est très simple. Moi, j'ai dit pour l'Asie du Sud-Est, en tant qu'avocat, je vais créer, pour mes clients, je vais créer une filiale à Singapour, et puis c'est fini, ça va s'arrêter là. En plus, comme on ne peut pas aller à Singapour en justice, on est tranquille. Donc, voilà, ces combats-là sont à mener. Donc, moi, ma critique pour le moment est une critique sur l'existant, pas une critique sur les propositions de la Commission. Je trouve que les propositions de la Commission sont bonnes. Alors, on va évidemment essayer de les améliorer, sinon on ne sert à rien. Donc, on va essayer quand même un peu de faire quelque chose, notamment sur le scope, notamment sur les secteurs à haut risque qui ne sont pas inclus en l'état, alors qu'on nous les avait promis, mais normalement, on devrait les avoir dans le devoir de vigilance. Voilà. Donc, bon, la proposition, encore une fois, je le répète, en matière de CSRD est une proposition bien meilleure que l'existant, un scope plus large, des normes partagées et impératives et des sanctions, notamment administratives. Moi, par exemple, l'impossibilité d'accéder au marché public, ça n'est pas du pénal, j'envoie personne en tôle, je ne suis pas dans une dénonciation, etc. Mais simplement, je dis à l'entreprise, vous ne respectez pas les règles, vous n'avez plus accès au financement, d'abord public, et au marché public. Ça c'est des sanctions, j'allais dire, tout à fait raisonnables et que le business comprend. C'est une sanction préventive. Oui, préventive, absolument. Et en même temps, on ne me fait pas le procès d'aller tout le temps sur… Et par ailleurs, le pénal, c'est quand même souvent un échec. Quand on est obligé d'envoyer quelqu'un en pénal, c'est qu'on a échoué sur le reste. Ne pas pouvoir accéder au marché, exactement comme si on ne dépose pas les comptes. Une entreprise qui ne dépose pas un bilan certifié, etc., ne peut pas postuler pour les marchés publics. Et ça, quand on connaît l'importance dans nos pays des marchés publics, eh bien, c'est une sanction qui me paraît tout à fait importante. Voilà. Donc, je ne vais pas vous embêter plus longtemps que ça, mais moi, Est-ce qu'il y a une chance que ça aboutisse oui. au premier semestre? Alors, moi, j'ai un calendrier, puisque je suis rapporteur, j'avais mis en place un calendrier, ça a été très compliqué, parce qu'il y a eu, je vous passe le détail, mais il y a quand même eu, là aussi, des actions de lobby très fortes pour essayer de piquer à la commission jury, qui est en charge de ce dossier. On a essayé de lui mettre
alors il y a la taxo, et ça c'est normal, taxonomie, pardon, avec envie, il y a les questions sociales avec emploi, tout ça est très bien, mais je vous garantis qu'il y a d'autres commissions, notamment Econ, qui ont essayé de bloquer. Mais donc, on a un calendrier court, moi je l'ai voulu très court, on est à marche forcée, quasiment 2 réunions par semaine, pour arriver en mars sur le vote Parlement. La France, et notamment Olivia Grégoire, qui a fait un boulot absolument remarquable sur ce dossier-là, parce que vraiment, elle s'y est intéressée, elle l'a pris à bras-le-corps, m'a promis qu'en parallèle, elle travaillait déjà au Conseil. De manière à ce que, puisque vous le savez, après, c'est les fameux trilogues, le Parlement vote, donc en mars, puis on ouvre la boîte noire. La boîte noire, c'est les discussions avec le Conseil. Ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Si la France a une majorité au Conseil, puisque là-dessus, on n'est pas à l'unanimité, mais à la majorité, si on est à la majorité, on peut sortir avant le mois de juin. Après, et ne soyons pas naïfs non plus, moi, je suis incapable de vous dire, par exemple, est-ce qu'Olivier Grégoire sera encore ministre en charge de ce dossier au mois d'avril? Je n'en sais absolument rien. Quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, même si le président Macron est réélu, rien ne dit que son gouvernement restera inchangé, le même, avec les mêmes ministres aux mêmes places. Donc, j'ai des doutes, comme tout le monde. Est-ce qu'on va y arriver? On va tout faire pour. Moi, en tout cas, le côté Parlement, sauf à ce que je n'ai pas de majorité, et ce serait évidemment pour moi un échec pour le texte en général, à titre personnel, mais à titre personnel, on s'en fout, sauf que si moi j'échoue, ça veut dire que globalement, il n'y a pas de majorité au Parlement. Donc, voilà, je pense qu'on peut être bon sur Mars. Donc, tu le sais, Bettina, en 3 mois, un texte peut sortir au Conseil. Ouais. Il peut sortir. Ouais. Et il nous reste à croiser les doigts. On aura appris beaucoup de choses pendant ce séminaire, mais on aura appris quelque chose, excusez-moi, c'est 1 minute d'humour, c'est que le Conseil est une boîte noire, ce qui est quand même, comment dirais-je, au niveau de la gouvernance européenne, une information. Frédéric, comment réagis-tu à tout ça? Je veux dire, et particulièrement la directive CCRD, là. CSRD, moi, toute ma vie, j'inverserai les deux lettres, pardon. Je veux dire, Pascal a dit, au début, on va y arriver. Puis finalement, on se rend compte que tout ça est extrêmement compliqué, qu'on risque d'y arriver. C'est vrai qu'il y a en plus les élections présidentielles françaises, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, en tout cas en France, un très bon climat pour cette directive CSRD? En tout cas, la France a été à l'initiative du reporting, à la plateforme, dès l'installation de la plateforme en 2013. On a lancé un appel pour un cadre européen. L'enjeu, c'était d'avoir de l'information, un cadre homogène, améliorer la transparence et la comparabilité des informations. Pascal disait qu'on avait, je ne sais plus combien, 1700 types de rapports et qu'il y a un vrai problème d'appropriation, de comparaison des informations, mais aussi de qualité des informations. Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles sont fiables? Et puis, il y a la question de l'accès des informations pour les besoins des utilisateurs, qu'ils soient investisseurs, sociétés civiles et autres. Et là, on a vu que, bien qu'il y ait eu des lignes directrices de la Commission en 2017, en 2019, je crois, ça n'a pas suffi pour améliorer la comparabilité des reportings, à la fois entre entreprises, mais aussi entre pays. Avec des critères de vérification, de fiabilité des données un peu variables. Et donc, il y a un vrai enjeu, effectivement, à faire évoluer ce cadre et espérer mieux documenter cette question de l'impact, puisque c'est ça dont il s'agit. Donc, je ne vais pas revenir un peu sur les grandes attendues de cette nouvelle directive CSRD, puisqu'il en a largement été question, et puis je vois que l'heure tourne. Il y a effectivement deux sujets qui restent et qui ont fait l'objet de discussions à la plateforme, parce qu'on essaye de fonctionner au consensus, mais il y a des sujets qui polarisent davantage, et puis il y a aussi beaucoup de craintes qui existent de la part des entreprises par rapport à des évolutions de cadre. Donc il y a le premier point de discussion qui nous a beaucoup animé, c'est le sujet du périmètre. Il en a largement été question. Effectivement, le fait d'abaisser les seuils, c'est vécu
par certains comme une remise en cause de l'équilibre qui permettait pour certains de pas avoir à rendre compte, à faire du reporting parce que tout simplement des moyens limités. Donc là, il y a l'idée d'une homogénéisation dans l'idée d'une redevabilité qui est celle d'un beaucoup plus grand nombre d'entreprises, avec l'idée de pouvoir proportionner les standards aux PME et effectivement prendre en compte les problématiques spécifiques de certains secteurs. C'est un sujet important. Le deuxième sujet d'attention, ça a été pour nous la représentation des parties prenantes, la transparence du processus. C'était pas hyper clair. Alors, nos travaux ont été publiés, comme ça a été dit, en octobre dernier. À cette époque-là, il y avait encore beaucoup d'attentes sur la représentation plus affirmée, plus diverse, en tout cas, des parties prenantes au sein de la task force de l'EFRAG. Alors, je sais que voilà, il y a une évolution à ce sujet depuis la task force s'est renforcée, mais c'était un peu les deux points de vigilance côté plateforme sur la CSRD. Merci. Sarah, il y a des questions, si on peut vous retenir encore 10 minutes. Il y a 5, allez. Il y a des questions très intéressantes, en l'occurrence, dans le chat. Tu en as sélectionné quelques-unes? Il y a effectivement quelques questions certaines on y a répondu en direct. Il y a une question notamment sur un petit peu la bataille entre les deux visions anglo-saxonnes et françaises, françaises ou européennes, autour du reporting. La question est posée, qui va gagner? Voilà, donc je ne sais pas, peut-être Monsieur Durand, si vous souhaitez. Ouais, moi, je veux bien dire un mot là-dessus parce que. Est-ce que je peux rajouter une question qui est dans le chat? Alors, en plus, c'est drôle parce que c'est spectateur anonyme. Est-ce que ce type de textes vont favoriser la codétermination? La codétermination. Oui, le processus. À l'allemande. Le processus de décision européen. Alors, on va dire qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on veut arriver au bout du processus, oui, il faut que ça marche comme ça. Et donc, la codécision, donc c'est clairement, il faut qu'on y arrive. Parce que sinon, je voulais dire la codécision. Donc, oui, la réponse est oui, ça va aider. Après, si moi on me demande, mais ce n'est pas le sujet, mais si on me demande est-ce qu'on peut améliorer le système de la codécision et est-ce qu'on pourrait rendre le Conseil co-législateur, la réponse est pour moi oui également. C'est-à-dire que là, on aurait une vraie démocratie en fonctionnement. Pour le moment, on est un peu entre les deux, législatif, exécutif, passe vers du sous-Montesquieu, mais c'est quand même un peu, on va dire, particulier. En revanche, donc oui, la réponse est oui. Mais après, sur la question avec les anglo-saxons, c'est une excellente question, mais je crois qu'il faut l'aborder exactement comme je l'ai dit tout à l'heure, sur économie, environnement, je l'ai dit des dizaines de fois entre économie et écologie, ce ne sont pas des termes qui s'opposent, ce sont des termes qui se complètent, qui se renforcent l'un l'autre. Et donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'Europe ait la capacité d'apporter ces normes, mais de les mettre sur la table. Moi, ce qui m'intéresse, ça n'est pas que l'Europe se bloque, se ferme et soit finalement un petit espace, comme on peut le voir au Brésil ou aux États-Unis, de ces espaces de riches surprotégés et qui n'ont plus aucun contact avec l'extérieur. Moi, je voudrais que l'Europe soit en capacité de porter ces normes et d'échanger. Et donc, moi, je ne l'oppose pas au système anglo-saxon. Par exemple, la double matérialité. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, les Américains. Ils sont sur la matérialité directe, notamment les investisseurs et les financiers. Nous, on amène quelque chose d'autre. Eh bien, essayons de faire en sorte que ce quelque chose d'autre, d'abord, on le définit nous, et c'est le boulot de la taxonomie notamment, et ensuite, on va en débattre. Et moi, je pense qu'il ne faut pas aller contre les normes américaines, mais il ne faut pas se les voir imposer. Ça, on l'a fait avec les FRS. Si on pouvait éviter de le faire avec l'extra-financier, ça serait quand même mieux. Et 2, est-ce qu'on peut essayer dans un échange, dans un dialogue, dans une coélaboration, y compris avec les anglo-saxons, avoir des normes quasi mondiales? Et si c'est le cas, alors elles s'imposeront aussi à la Chine.
Parce que moi, ma finalité, le bout du bout, c'est de faire en sorte que les règles environnementales et les droits humains soient respectés sur toute la chaîne. Et on sait qu'en l'état, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout le monde en a conscience, c'est au Bangladesh, au Vietnam ou ailleurs que les droits, notamment des travailleurs, des enfants, des femmes, sont les moins respectés. Et je ne sais pas comment faire pour imposer, par exemple, au gouvernement chinois le respect des normes de l'OIT. Ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas comment imposer aux Chinois le respect des Ouïghours. En revanche, je sais imposer aux entreprises le fait que si on ne peut pas auditer leurs entreprises ou si on ne peut pas avoir des informations sur toute leur chaîne de fabrication, alors ça ne rentre pas en Europe. Et ça, les entreprises, elles l'entendent et elles le comprennent. Et ça veut dire qu'elles ne travailleront plus dans des usines où il y a du travail forcé parce qu'elles se verront privées de la capacité d'importer ou d'exporter. Voilà, c'est vraiment moi, mon mot de conclusion, c'est-à-dire que le texte, les textes que nous sommes en train de définir sont et ont vocation à changer les règles. Les règles, ce n'est pas un jeu, on va dire les règles du commerce international. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on y arrive et qu'on les tente. Et qu'on les tente, pas dans une vision impérialiste, mais dans une vision d'échange et encore une fois, de commerce, de multilatéralisme et de commerce international. Voilà. Merci beaucoup. Sarah, tu as une autre question ou nous sommes obligés, malheureusement, parce qu'on pourrait rester avec vous des heures, de conclure? Il y a quelques questions, mais plus techniques, et je pense que ce n'était pas l'objectif tellement de cet après-midi. En revanche, je le redis à ceux qui étaient là avec nous au tout début, que donc au comité 21, on va aller beaucoup plus dans le détail, l'approfondissement et la technique à travers des ateliers en beaucoup plus petits groupes qu'on va proposer à nos membres. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On va vous envoyer un mail de toute façon avec toutes ces informations-là. Très bien, merci beaucoup. Alors, moi, je remercie vraiment tout le monde. C'était très intéressant. Je vais vous demander, je ne vais pas conclure moi-même, donc je vais vous demander de conclure chacun d'une phrase d'espérance, si possible. Alors, comme on va laisser à notre chef d'orchestre de tous ces textes, en tout cas de deux d'entre eux, Pascal Durand, le soin de dire le dernier mot, je voudrais juste lui demander, mais ça c'est vraiment pour la fin, et c'est dans mes rêves les plus fous, hein, est-ce qu'il y a un jour une possible articulation avec les clauses environnementales et sociales de l'OMC? Rien que ça, hein. Pascal, tu as 1 heure pour répondre. Voilà. Allez, on conclut ensemble. Nicolas, Lorraine, Frédéric et Pascal. Nicolas. Merci. Je vois que le nombre de participants est en train de chuter. On va aller vite. Merci à tous. Je pense qu'un mot simple, c'est que chacun autour de la table, on essaye de faire notre maximum pour faire en sorte que ces réglementations voient le jour avec le meilleur niveau d'ambition. Je vous encourage, tous les auditeurs, auditrices, à faire en sorte que vos entreprises aussi soutiennent ça publiquement, fassent savoir que c'est ce que vous voulez également, pour qu'on puisse être plus fort en fait en termes de co-plaidoyer. Lorraine, donc en l'occurrence, votre point de vue de société à mission maintenant. Oui, merci Bettina, merci à tous pour ce webinaire. Je rejoins le dernier point qui a été fait de à la fois soutenir ces textes et effectivement comme société à mission. Nous, on espère que peut-être un jour, il y aura le statut de société à mission européenne. C'est quelque chose que l'Europe est capable de faire peut-être. Et en tout cas, on l'a dit un petit peu en introduction, mais l'Europe est capable, si on se mobilise suffisamment, de produire une norme différente pour avoir un cadre d'entreprise, de finance, de comptabilité qui soit vraiment orienté vers un modèle de durabilité. Mais ça suppose que tout le monde se mobilise. Donc, j'appuie le message de mobilisation et de soutien et de compréhension de la philosophie de ces textes, même si parfois ils deviennent complexes. Il faut savoir s'extirper de cette complexité pour ne pas perdre de vue l'objectif. Merci Frédéric. On dit souvent à la plateforme que tout ça donne plus de sens, en l'occurrence, au travail dans les entreprises.
Est-ce que tout ça va donner plus de sens et la plateforme a travaillé sur les labels, etc. Est-ce qu'il peut y avoir un pont entre les deux? Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un paysage réglementaire qui est en train de changer, de s'harmoniser, nouveaux acteurs qui vont être concernés. Il y a effectivement un risque, c'est que on rajoute en fait une nouvelle couche de conformité et que ce soit vécu par les acteurs comme des nouvelles contraintes, des nouvelles obligations. Et donc, il faut absolument veiller à ce que ces normes ne fassent pas disparaître du tableau la question du sens. Il y a un mouvement, une attente sociétale pour plus de transparence, plus de comparabilité, d'information en fait de l'entreprise sur ses engagements et son impact. Et je pense qu'il faut pour ça absolument associer les parties prenantes. Ça a été largement dit, mais je pense que c'est important de le rappeler. Et c'est vraiment un enjeu pour retrouver davantage de confiance dans l'entreprise. Il y a des baromètres en France qui montrent que la confiance dans l'entreprise n'est pas au beau fixe, même s'il y a un léger regain. Et donc, il y a un vrai enjeu à accompagner en fait toutes ces transformations d'un récit, d'explications aussi autour des finalités pour mobiliser tous les acteurs. Merci Frédéric. Pascal, donc c'est à vous le mot de conclusion. Et puis peut-être dans cette conclusion, moi, ce que j'aimerais savoir, et ça on est vraiment dans la prospective, à partir du moment où vous avez commencé de façon optimiste en disant ça va marcher, quel est, vous, votre prochain défi? Déjà, le prochain défi, J'entends sur la RSE, cher ami. Là, j'avais bien compris, mais c'est qu'on ait un texte en mars sur la CSRD, c'est-à-dire qu'on ouvre la voie au texte qui doit venir derrière sur la gouvernance et sur le devoir de vigilance, qui doivent être présentés en parallèle. Donc, c'est la première brique, elle est très importante, et l'avoir avec une vraie belle majorité au Parlement, c'est-à-dire de démontrer qu'on est quasi unanime. J'attends pas tout le monde non plus, hein. Et puis par ailleurs, il y a des alliés dont je peux me passer, mais qu'au moins on ait une grosse, belle majorité pour montrer au Conseil que le Parlement veut que ça bouge. Et puis pour montrer aux parties prenantes aussi qu'on les a entendues, que oui, on veut que les syndicats, que oui, on veut que les ONG, on parlait tout à l'heure de la gouvernance de l'EFRAG, c'est en train de bouger tout ça, pour bien montrer que toute la société se mobilise et que pour une fois, la classe politique entend et je vais dire, essaye de mettre en termes juridiques et en termes de loi cette demande de la société qui existe à tous les niveaux. Donc voilà, ça c'est vraiment mon premier objectif. Le deuxième, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que les règles de l'OIT, par exemple, je parlais de la situation des Chinois, je parlais de la situation que j'ai vue pour être allé sur place à Madagascar, dans les usines, etc. Moi, je voudrais que ces textes servent à changer la dignité humaine partout sur la planète. Alors, c'est peut-être des trucs d'idéalistes, c'est peut-être... Je m'en fous. Je m'en fous, c'est-à-dire que moi, je fais de la politique d'abord et avant tout pour changer la vie, dans la mesure du possible, des gens qui m'ont élu et de ceux qui ne peuvent pas avoir accès, par exemple, à la justice chez nous ou ailleurs. Donc, si on arrive à ça, et oui, les règles de l'OIT, on les met, on les a visées et on essaye de faire en sorte qu'elles deviennent au moins, pas toutes, hein, mais les principes généraux, pareil, les principes généraux les ODD, les ex-principes du millénaire, tout ça, qui sont des textes virtuels, nous aimerions les rendre pratico-pratiques et existants. Et je répète, on va y arriver. Voilà. On va petit à petit, et par le biais du commerce, il y a d'autres actions bien sûr, hein, mais par le biais du commerce, par le biais du business, on va pouvoir faire bouger les lignes. Moi, j'en suis persuadé. Merci beaucoup à tous. Droit mou qu'il devient beaucoup moins et ambition dure qui sont effectivement celles de la dignité. Voilà, moi je conclus comme ça. Nous allons continuer au comité 21 à vous informer et à débattre de ces problèmes. Merci à tous, c'était très intéressant. On recommencera. À bientôt. Merci beaucoup.